À vous, docteur Cato. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Effectivement, nous allons quitter le champ de la prévention pour entrer maintenant au niveau de la lésion carieuse profonde, puisque en tant que cliniciens, nous sommes tous confrontés régulièrement à des enfants ou des adolescents présentant des lésions carieuses profondes de la première molaire permanente. Et compte tenu de l'intérêt de préserver cette dent sur l'arcade, la prise en charge de ce type de lésion constitue un enjeu de taille. Alors pour se mettre en situation, je vous présente Léa qui est âgée de 9 ans et qui se présente en consultation pour un contrôle. Et à l'examen clinique, on note une lésion carieuse de score 5 selon la classification IGDAS. La dent est asymptomatique le jour de la consultation, aucun antécédent douloureux n'est rapporté et la réponse au test au froid est positive, non rémanente. L'examen radiographique nous révèle une atteinte du tiers dentinaire profond. La prise en charge de ce type de lésion est traditionnellement fondée sur l'éviction complète des tissus cariés avec un risque élevé de réaliser une effraction pulpaire. Et pour des raisons diverses, la seule exposition de la pulpe est souvent vue comme un critère suffisant pour conduire la pulpectomie. Et si on sait que le traitement endodontique est un traitement dont le résultat est fiable, on sait aussi qu'il va mettre en péril la pérennité de la dent sur l'arcade. Et aujourd'hui, il existe d'autres options thérapeutiques minimalement invasives tournées vers le principe d'économie tissulaire, que ce soit des tissus minéralisés ou des tissus pulpaires. Et c'est l'objet de cette présentation. Je vous propose de faire un tour d'horizon de la littérature actuelle qui ne cesse de croître sur ces thérapeutiques et de voir un peu comment on peut intégrer ces nouvelles options dans notre pratique quotidienne. Puisqu'en effet, il semblerait qu'en dépit du nombre croissant de publications qui montrent l'intérêt d'une approche minimalement invasive face à ces lésions, ces options restent insuffisamment développées en pratique quotidienne. Une méta-analyse publiée en 2016 à partir de 9 études internationales nous montre qu'un praticien sur 2 utiliserait les thérapeutiques pulpaires indirectes face à une lésion carieuse profonde. Alors c'est peu, on a espoir puisque cette proportion était associée à l'année de l'étude et la proportion tend à être de plus en plus élevée dans les études les plus récentes. Parmi ces études, une étude a été conduite en France, en Allemagne et en Norvège et publiée en 2015. Et on a interrogé notamment les praticiens sur quelle stratégie d'éviction carieuse ils retiendraient face à une lésion carieuse profonde sur une dent permanente, vivante, asymptomatique, chez une patiente âgée de 20 ans. En France, 9% des praticiens déclaraient retenir l'éviction sélective en un temps, contre 20% et 15% en Allemagne et en Norvège. Et en ce qui concerne l'éviction raisonnée, ils étaient un petit peu plus nombreux avec un chiffre de 39% contre 84% en Norvège. Alors ce chiffre élevé peut s'expliquer tout simplement par le fait que cette technique est née en Scandinavie. L'odontologie pédiatrique, dent permanente immature, a toujours résisté à la systématisation du traitement endodontique et l'Académie américaine d'odontologie pédiatrique a notamment recommandé que face à la dent permanente immature, l'objectif thérapeutique principal soit le maintien de la vitalité pulpaire. Qu'en est-il pour la dent permanente mature ? Aujourd'hui, une meilleure connaissance des mécanismes de cicatrisation du complexe dentino-pulpaire, les progrès également faits en matière de matériaux adhésifs et de biomatériaux permettent de se fixer le même objectif, y compris chez la dent mature. Les options thérapeutiques face à la lésion carieuse profonde peuvent être classées à l'image du gradient thérapeutique sur un axe classant les options selon leur caractère plus ou moins invasif. Et de gauche à droite, on va retrouver le traitement endodontique conventionnel, les thérapeutiques pulpaires bioconservatrices et les thérapeutiques pulpaires indirectes.
Les thérapeutiques pulpaires, qu'elles soient bioconservatrices ou indirectes, reposent sur l'activation du potentiel de cicatrisation du complexe pulpodentinaire. Et donc, il est essentiel d'évaluer correctement au préalable ce potentiel. Aujourd'hui, en pratique clinique, il n'existe aucun moyen de connaître l'état physiopathologique de la pulpe. On va donc devoir se baser sur l'entretien clinique, l'examen clinique, que l'on va compléter aussi d'examens complémentaires. L'entretien clinique doit être conduit de manière à rechercher précisément la symptomatologie décrite par le patient et on va notamment chercher à écarter toute douleur laissant penser à des processus inflammatoires majeurs, irréversibles, à type de douleurs constantes, lancinantes, spontanées ou qui sont rémanentes après l'arrêt du stimulus. On va rechercher également tous les antécédents douloureux que le patient peut rapporter sur la dent concernée. Bien sûr, chez l'enfant, la caractérisation de cette symptomatologie peut être difficile, notamment en fonction de l'âge de l'enfant. Parmi les examens complémentaires, on va se baser essentiellement sur les tests de sensibilité pulpaire qui permettent de mesurer la réponse sensorielle donc de la pulpe. Et pour avoir des résultats les plus discriminants possibles, il est recommandé d'utiliser en combinaison le test thermique au froid et le test électrique. Ces tests doivent être réalisés également sur une dent contralatérale saine pour pouvoir réaliser un comparatif de la réponse. Malgré ces précautions, l'interprétation des résultats peut être faussée, notamment sur la dent permanente immature. On sait que l'immaturité radiculaire entraîne une augmentation du seuil de réponse. Et puis, ces tests peuvent être également difficiles à interpréter sur la dent pluriradiculée puisqu'il peut exister coexister finalement des états inflammatoires différents. Je pense notamment au cas de nécrose partielle. L'examen radiologique, lui, apporte peu d'éléments pour évaluer l'état initial de la pulpe ou le potentiel réparateur. Par contre, il va nous permettre d'écarter d'emblée la présence de lésions périradiculaires ou périapicales. 4 critères doivent être principalement mis en balance pour décider si oui ou non on va pouvoir maintenir la vitalité pulpaire face à une lésion carieuse. Le premier critère est certainement le plus important est le statut inflammatoire de la pulpe. Comme je l'ai déjà dit, tout élément qui va laisser penser à un état inflammatoire majeur et irréversible contre-indique le maintien de la vitalité pulpaire et nous indique de réaliser la pulpectomie. Les 3 autres critères sont de bons indicateurs du potentiel réparateur de la pulpe. Plus l'enfant est jeune et plus le potentiel réparateur de la pulpe est important, et cela est lié à l'hypervascularisation de ce tissu pulpaire jeune. Le potentiel réparateur va être également d'autant plus important que la lésion carieuse constitue la première agression subie par la dent. À l'inverse, si la dent a déjà subi de multiples agressions, il est probable qu'un vieillissement prématuré de la pulpe se soit installé et que le potentiel réparateur de la pulpe soit amoindri. Et un autre élément qui est important à considérer correspond à la vitesse de progression de la lésion carieuse. Il est admis que les lésions carieuses d'évolution lente sont plus favorables que les lésions carieuses d'évolution rapide pour maintenir la vitalité pulpaire, puisque les lésions carieuses d'évolution rapide s'accompagnent de processus inflammatoires plus importants. Alors chez l'enfant, la progression de la lésion carieuse est bien souvent rapide du fait de la perméabilité dentinaire qui est élevée. Et cette perméabilité dentinaire favorise également la diffusion des irritants vers la pulpe. Néanmoins, compte tenu du fort potentiel réparateur de la pulpe, ce seul critère d'évolution, de vitesse de progression de la lésion carieuse ne doit pas suffire, à mon sens, pour conduire à la pulpectomie.
Une fois que l'on a décidé de maintenir la vitalité pulpaire face à ce type de lésion, la question de la quantité de tissu à retirer lors de l'excavation carieuse se pose assez vite. Et pour répondre à cette question, il est important de se souvenir qu'histologiquement, une lésion carieuse dentinaire peut se décomposer en deux zones. Une zone superficielle, constituée de dentine que l'on appelle souvent infectée, qui est de la dentine nécrotique, irréversiblement lésée et qui se caractérise cliniquement sous la forme d'une dentine molle, humide et collante. Et on va distinguer également une zone plus profonde de dentine dite affectée, où les dommages sont réversibles, c'est-à-dire que le collagène n'est pas dénaturé, donc la reminéralisation est possible. Cliniquement, cette dentine se présente sous la forme d'une dentine dure et sèche. On est d'accord cependant pour dire que la démarcation entre la dentine infectée et la dentine affectée peut s'avérer cliniquement très subjective et que, hormis la technique chimio-mécanique d'exérèse, toutes les techniques d'exérèse mécanique qui sont disponibles aujourd'hui ne permettent pas de réaliser une excavation différenciée entre la dentine infectée et la dentine affectée. En revanche, il existe des aides, notamment visuelles par fluorescence, qui permettent d'évaluer la qualité des tissus au moment de l'excavation. La quantité de tissu que l'on va choisir de retirer est fonction de la technique d'excavation. Et dans la littérature, 3 techniques sont aujourd'hui bien décrites. L'excavation complète en un temps, l'excavation raisonnée et l'excavation sélective en un temps. La notion d'excavation partielle tend aussi à apparaître dans la littérature. Néanmoins, il n'y a pas encore de consensus sur cette technique et nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Les 2 premières techniques visent l'élimination complète de la dentine cariée, de manière à faire reposer la restauration d'usage sur une dentine saine. Néanmoins, cette excavation va se faire soit en un temps opératoire, soit en 2 temps opératoires, comme dans l'excavation raisonnée. Pour l'excavation raisonnée, l'idée est de faire dans un premier temps opératoire une élimination complète de l'ensemble des tissus cariés en périphérie de la cavité, alors que dans la partie centrale de la cavité, seule la dentine nécrotique va être éliminée. On va placer un matériau de coiffage et dans un deuxième temps, qui se situe entre 4 semaines et 6 mois selon les auteurs, avec en moyenne 3 mois, une réouverture de la cavité, une dépose du matériau de coiffage et une vérification de la reminéralisation de la dentine affectée, reminéralisation qui peut être partielle ou totale. Et donc on va, si besoin, finaliser l'excavation complète pour retrouver l'excavation carieuse, pour retrouver une dentine saine. L'excavation sélective en un temps vise au contraire la préservation partielle de la dentine affectée. Cette excavation se fait en un temps et là encore on va éliminer l'ensemble des tissus cariés dans la périphérie de la cavité, alors que dans la partie centrale on élimine la dentine nécrotique et une partie de la dentine affectée de manière à laisser une fine couche de dentine affectée dans la zone parapulpaire. Fine couche de dentine que l'on va coiffer avec un biomatériau et la restauration d'usage sera réalisée dans la même séance. La première technique correspond à une approche conventionnelle. Les 2 autres techniques correspondent à ce que l'on appelle les thérapeutiques pulpaires indirectes qui ont été développées pour minimiser le risque d'effraction pulpaire qui accompagne souvent l'excavation complète en un temps d'une lésion profonde. Alors on peut regarder justement les éléments de preuve au niveau de la littérature sur la diminution de ce risque d'effraction pulpaire entre une excavation complète et les thérapeutiques pulpaires indirectes. Je vous ai sélectionné 2 études qui incluaient des dents permanentes chez des enfants âgés de 4 à 16 ans. Ces études ont comparé la fréquence d'exposition pulpaire selon le type d'excavation choisi et les résultats montrent que la fréquence d'exposition pulpaire est significativement supérieure lorsque l'on conduit une excavation complète en un temps par rapport à des thérapeutiques pulpaires indirectes. Les résultats montrent également qu'il n'est pas possible de montrer une différence significative dans la fréquence d'exposition pulpaire entre le premier temps opératoire d'une excavation dite raisonnée et une excavation sélective en un temps. En revanche, d'autres études ont montré qu'il existait un risque
de diffraction pulpaire au second temps opératoire de l'excavation raisonnée. On peut donc se poser la question de l'intérêt de la réouverture de ce deuxième temps opératoire dans l'excavation raisonnée, ou en d'autres termes, finalement, est-il préjudiciable de laisser de la dentine affectée sous une restauration d'usage ? Ce concept soulève un certain nombre de questions cliniques que la littérature nous aide, pour laquelle la littérature nous aide à répondre. Et la première réticence que l'on peut avoir à laisser de la dentine affectée sous une restauration d'usage concerne finalement la progression éventuelle de cette dentine affectée vers une lésion carieuse. Là aussi, on peut regarder donc les résultats de plusieurs études et notamment une étude publiée en 2008 qui a comparé sur 135 dents d'enfants âgés de 4 à 15 ans les aspects microbiologiques et cliniques de la dentine prélevée lors de différentes techniques d'excavation carieuse. Les résultats microbiologiques montrent que sur les dents traitées par excavation raisonnée, la seule élimination de la dentine cariée en périphérie et de la dentine nécrotique coiffée par un biomatériau permet une diminution significative du nombre de colonies bactériennes isolées sur la dentine prélevée après coiffage par rapport à la dentine prélevée avant toute excavation carieuse. En revanche, il n'est pas démontré d'impact sur le nombre de colonies bactériennes résiduelles de l'élimination de la dentine affectée résiduelle avant la mise en place de la restauration d'usage. D'un point de vue clinique, les résultats montrent qu'après dépose du matériau de coiffage, la dentine est observée plus fréquemment comme étant dure et sèche, ce qui est caractéristique d'une lésion carieuse arrêtée. La question de la progression de la lésion carieuse a également été investiguée à l'aide de la radiographie et l'équipe d'Alves s'est proposée de comparer des clichés radiographiques standardisés sur une période de 10 ans de 13 dents postérieures traitées par excavation sélective en un temps. Les résultats montrent que à 7 mois, 3 ans ou 10 ans, la lésion carieuse sous la restauration d'usage reste inchangée, voire décroît. Seul un cas de progression a été noté à 10 ans sur une dent pour laquelle une perte d'étanchéité de la restauration avait été notée. Les résultats montrent également que dans 77% des cas, à 10 ans, de la dentine tertiaire peut être objectivée sous la restauration d'usage. Les résultats de ces études nous montrent donc que la seule élimination de la dentine cariée périphérique et le coiffage de la dentine affectée permet finalement d'arrêter la progression de la lésion carieuse. Une autre question qui peut être soulevée par le fait de laisser de la dentine affectée sous nos restaurations d'usage concerne le taux de succès de ces thérapeutiques au regard de 2 critères, le maintien de la vitalité pulpaire bien sûr puisque c'est notre objectif principal, mais aussi au regard de la longévité de la restauration. Une revue systématique publiée en 2016 s'est intéressée à cette question et les auteurs rapportent que, quelle que soit la technique, une excavation raisonnée ou une excavation sélective en un temps, les taux de succès à 2 ans sont satisfaisants au regard de ces 2 critères et qu'il n'est pas possible de conclure à la supériorité d'une des techniques par rapport à l'autre. Donc, en bref, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette synthèse de la littérature ? Il semble que une éviction sélective du tissu carieux soit préférable à une excavation complète de manière à réduire le risque d'effraction pulpaire. Il y aurait également un faible intérêt à réaliser une excavation en 2 temps, puisque le fait de laisser de la dentine affectée sous la restauration d'usage s'accompagne d'un arrêt de la progression de la lésion carieuse, de la mise en place de processus de cicatrisation du complexe dentinopulpaire. Les études montrent également que les complications pulpaires post-opératoires sont peu fréquentes lorsqu'on laisse de la dentine affectée et que la longévité des restaurations ne semble pas compromise.
Bien sûr, il est nécessaire de compléter ces éléments par d'autres études avec des hauts niveaux de preuves. Et il semble important notamment de préciser le protocole opératoire de ces techniques, puisqu'il existe de grandes variabilités dans les études publiées, et notamment en termes de quantité de dentine affectée à préserver sous la restauration d'usage. À ce titre, il existe un projet de recherche qui est en cours et dont vous avez peut-être entendu parler dans d'autres séances. Il s'agit de l'étude D4, qui est un essai clinique contrôlé, randomisé, multicentrique, qui vise à comparer le taux de succès de restauration par composite, conduite soit après excavation carieuse complète, soit excavation sélective en un temps, et composite mis en place soit à l'aide d'un adhésif antibactérien versus un adhésif non antibactérien. Dans ce projet de recherche, l'excavation carieuse est conduite avec une aide visuelle par fluorescence qui permet justement de vérifier la qualité des tissus au moment de l'excavation. Afin d'illustrer l'excavation sélective en un temps, puisqu'il semble que ce soit la technique vers laquelle la littérature nous invite à se tourner, je vous propose de reprendre le cas de Léa, puisque c'est la technique que nous avons choisie pour sa première molaire mandibulaire droite. Il faut bien avoir conscience que dans ce type de technique, il est important de poser un champ opératoire étanche pour limiter la contamination bactérienne lors de la procédure opératoire. Et après avoir éliminé donc la dentine cariée périphérique et l'émail non soutenu, donc nous avons réalisé l'élimination de la dentine nécrotique dans la partie centrale et une partie de la dentine affectée de manière à laisser simplement une fine zone de dentine affectée en regard de la pulpe. La cavité a ensuite été désinfectée à l'aide d'une solution de chlorhexidine à 2%. La mise en place d'un biomatériau de coiffage sur ce type de plaie est facultatif si on se réfère à la littérature. Néanmoins, lorsque l'épaisseur de dentine résiduelle est faible, la mise en place de ce type de matériau semble quand même recommandée. Et il existe plusieurs techniques, soit la pose d'un hydroxyde de calcium que l'on peut recouvrir d'un ciment verionomère modifié par adjonction de résine, soit directement un CVIMAR. Et aujourd'hui, il est clair que la biodentine offre également d'autres alternatives pour le coiffage de ces plaies dentinaires. Dans la même séance, une restauration d'usage étanche est réalisée et un suivi régulier a été mis en place pour Léa afin de vérifier le maintien de la vitalité pulpaire et donc le succès de notre thérapeutique. Malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, parfois l'effraction pulpaire ne peut pas être évitée. Et nous savons maintenant que la pulpe, même si elle a été exposée, lorsqu'elle est recouverte d'un pont dentinaire calcifié, elle peut recouvrir son état de santé et ses fonctions. Donc les thérapeutiques bioconservatrices de la pulpe vont justement avoir comme objectif la formation de ce pont dentinaire calcifié permettant une fermeture biologique étanche à long terme de la plaie pulpaire. Ces thérapeutiques bioconservatrices sont au nombre de 3, le coiffage pulpaire direct, la pulpotomie partielle et la pulpotomie cervicale. Toutes ont pour objectif de mettre en place un matériau de coiffage directement au contact de la pulpe pour stimuler les processus de cicatrisation. Alors, quel est le succès thérapeutique de ces techniques ? Une revue systématique publiée en 2011, là c'est aussi intéressé donc à la question. En ce qui concerne le coiffage pulpaire direct, les auteurs rapportent des taux de succès très variables selon les études et concluent à un résultat peu prévisible du coiffage pulpaire direct pour les expositions faisant suite à l'excavation carieuse en comparaison aux expositions d'origine traumatique. Ce qui nous laisse penser que les échecs sont liés à la mise en place d'un processus inflammatoire chronique sous une lésion carieuse qui évolue finalement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Le coiffage pulpaire direct aurait également de meilleures chances de succès pour les dents permanentes immatures en comparaison avec les dents permanentes matures. En ce qui concerne la pulpotomie, qu'elle soit partielle ou cervicale, les auteurs rapportent des taux de succès à 3 ans élevés sans qu'il ne soit possible de mettre en évidence une différence significative entre dents permanentes immatures ou dents permanentes matures. Les auteurs indiquent également que les données sont insuffisantes pour statuer sur l'effet de l'âge sur le succès thérapeutique. Par contre, ils insistent clairement sur le respect des indications et des procédures cliniques qui semblent être le facteur de succès de ces thérapeutiques. Face aux lésions carieuses profondes, il semble donc que le coiffage pulpaire direct ne soit pas la thérapeutique de choix et que la pulpotomie doit être préférée dans ce type de lésions. La pulpotomie cervicale est depuis longtemps reconnue comme une thérapeutique d'intérêt, notamment sur la dent permanente immature, pour autoriser l'apexogénèse. Par contre, elle a longtemps été vue comme une thérapeutique transitoire. Aujourd'hui, de plus en plus d'éléments nous laissent penser que la pulpotomie cervicale, et partielle d'ailleurs, pourrait être une alternative à la biopulpectomie. Et là aussi, une méta-analyse récente, publiée en 2016, nous indique des taux de succès à 2 ans similaires pour les pulpotomies cervicales conduites sur des dents permanentes matures. Taux de succès similaires donc à des pulpotomies réalisées sur les dents temporaires et sur les dents permanentes immatures. Les auteurs insistent également sur les facteurs clés du succès de cette pulpotomie cervicale, à savoir l'absence de contamination bactérienne pendant la procédure opératoire et l'étanchéité du coiffage pulpaire et de la restauration. L'importance du suivi est également bien décrit, avec un suivi qui va permettre de réévaluer régulièrement la vitalité pulpaire et de réparer les pertes d'étanchéité des restaurations, le cas échéant. Le protocole, les procédures opératoires des thérapeutiques bioconservatrices de la pulpe peuvent être synthétisées de la manière suivante. Étant donné que l'intérêt de ces techniques est de traiter la plaie pulpaire dans le meilleur environnement possible, la pose d'un champ opératoire étanche est là aussi indispensable. Nous réalisons toujours une excavation carieuse centripètre de manière à ce que lorsque la plaie pulpaire est faite, l'environnement soit le moins contaminé possible. Et après un nettoyage de la plaie pulpaire, il va falloir choisir quelle thérapeutique bioconservatrice de la pulpe on va mettre en place. Si le choix d'un coiffage pulpaire direct est fait en première intention, aucune amputation du tissu pulpaire n'est réalisée et on recherche à avoir une hémostase correcte par la compression d'un coton stérile humide sur la plaie pulpaire. L'hémostase doit être obtenue en 2-3 minutes. Si ce n'est pas le cas, ça laisse penser qu'une inflammation pulpaire sous-jacente est présente et que l'amputation du tissu pulpaire inflammatoire est nécessaire. On se tournera d'abord donc vers une pulpotomie partielle avec une amputation de la pulpe sur une hauteur théorique de 2 mm, mais ça peut être adapté selon les situations cliniques. Là encore, on recherche une hémostase correcte en 2-3 minutes. Si ce n'est pas le cas, on se tournera vers une amputation plus large du tissu pulpaire et notamment de l'ensemble de la pulpe camérale. Une fois l'hémostase obtenue, on va désinfecter la cavité et la plaie pulpaire, toujours à l'aide d'une solution de chlorhexidine à 2%, avant de mettre en place un matériau de coiffage sans compression et conduire à la restauration d'usage étanche pendant la séance. Le suivi régulier, comme vous l'avez compris, est indispensable. Dans ces techniques, l'observation de la plaie pulpaire est vraiment une étape essentielle puisque c'est le seul moyen que nous avons pour évaluer l'état inflammatoire de la pulpe. Et si l'hémostase ne peut pas être obtenue ou qu'un saignement abondant persiste au-delà de 10 minutes, il est clair que la pulpectomie doit être entreprise et que l'on ne peut pas se tourner vers des thérapeutiques bioconservatrices de la pulpe.
Pour que cette observation de la plaie pulpaire soit la plus fiable possible, certains auteurs indiquent que l'utilisation de vasoconstricteurs doit être évitée pour l'anesthésie. Et il faudra également éviter pour l'hémostase l'utilisation d'agents hémostatiques. Le succès de ces thérapeutiques donc repose sur le respect des procédures, mais repose aussi sur le choix du biomatériau de coiffage, que ce soit pour les thérapeutiques pulpaires indirectes ou bioconservatrices. Et le choix de ce matériau de coiffage dépend finalement de l'objectif que l'on recherche et des principes biologiques de la cicatrisation pulpodentinaire. La première propriété que l'on attend d'un matériau de coiffage est d'assurer une étanchéité immédiate afin de protéger la plaie pulpaire. Et dans un second temps, il faut que ce matériau puisse avoir des propriétés de bioactivité, puisque lorsque la plaie pulpaire est réalisée, la palissade odontoblastique est rompue. Or, seuls les odontoblastes sont capables de sécréter de la dentine. Il va falloir donc que ce matériau de coiffage puisse attirer sur le site lésé des cellules progénitrices par chimiotactisme, mais il va falloir également que le matériau puisse stimuler la différenciation cellulaire en vue de la formation de néo-odontoblastes et stimuler les processus de synthèse et de reminéralisation. Il est important aussi que ces matériaux puissent autoriser la libération de protéines matricielles de la dentine et notamment des facteurs de croissance, puisque ces protéines ont un effet indirect sur les cellules pulpaires et leur effet sur la cicatrisation pulpaire a été montré, notamment par des effets chimiotactiques, angiogéniques et stimulateurs de la différenciation cellulaire. Alors, au regard de ces propriétés, 3 biomatériaux de coiffage peuvent être discutés. L'hydroxyde de calcium a longtemps été vu comme le matériau de choix et il continue aujourd'hui à être utilisé en pratique quotidienne, même si on a tendance à se tourner vers d'autres matériaux. L'hydroxyde de calcium ne semble plus être aujourd'hui le matériau de choix au regard de plusieurs éléments. Tout d'abord, le pont dentinaire calcifié qui est induit par l'hydroxyde de calcium est de mauvaise nature histologique. Il est souvent poreux, ce qui augmente le risque d'une contamination bactérienne secondaire sur le site, d'autant plus que ce matériau n'a pas de nature adhésive et qu'il va aussi se déliter dans le temps, ce qui augmente aussi le risque de contamination bactérienne secondaire. Les ciments à base de silicate de calcium semblent donc être plus intéressants, notamment parce que le pont dentinaire calcifié qu'ils induisent est de meilleure nature histologique. Par contre, ils ont des inconvénients, leur coût, c'est sûr, mais aussi le temps de prise qui est relativement plus long que l'hydroxyde de calcium, voire très long pour le MTA. Ce temps de prise long peut conduire d'ailleurs à différer la mise en place de la restauration d'usage, voire à adapter la mise en place de cette restauration. Si vous avez bien compris que la mise en place de cette thérapeutique consiste finalement à activer le potentiel réparateur du complexe pulpodentinaire, il faut que l'on préserve ce potentiel existant tout au long de nos procédures opératoires et notamment avec des procédures opératoires non agressives pour limiter la survenue d'une inflammation pulpaire iatrogène. Et il est donc recommandé que la préparation cavitaire soit la plus atraumatique possible, donc avec une pression légère sur nos instruments, un mouvement continu de balayage, un refroidissement continu par spray et l'utilisation de fraises neuves et de bonne qualité est également recommandée. Il faut aussi éviter toute dessiccation dentinaire pendant la mise en place de la restauration d'usage pour éviter les mouvements liquidiens au sein du tissu pulpaire et la mise en place d'un œdème pulpaire post-opératoire. J'insiste encore sur le fait de limiter la contamination bactérienne. Alors, à toutes les étapes de la thérapeutique, depuis une excavation carieuse complète, la pose d'un champ opératoire étanche, la désinfection de la plaie dentinaire, de la plaie pulpaire et bien sûr l'utilisation de fraises stériles pour faire l'amputation de la plaie pulpaire. En conclusion,
Qu'est-ce qu'on peut retenir et notamment pour répondre à cette question de départ, jusqu'où peut-on aller dans la préservation tissulaire? Il semble que l'on puisse aller de plus en plus loin, puisque en effet les données scientifiques sont en faveur des thérapeutiques conservatrices de la vitalité pulpaire. Alors, avec clairement des facteurs clés du succès, l'estimation de l'état pulpaire initial et du potentiel réparateur de la pulpe, et c'est certainement ce qui reste de plus compliqué en pratique clinique aujourd'hui, et il faut espérer que la recherche puisse nous aider dans cette estimation à l'avenir. Autre facteur clé du succès, le respect des procédures opératoires et notamment des procédures péropératoires non agressives et bien sûr la limitation de cette contamination bactérienne. La mise en place d'un suivi régulier est essentielle. Il faut surveiller les dents qui ont bénéficié de ces thérapeutiques sur le long terme afin de vérifier le maintien de la vitalité pulpaire et en cas de nécrose de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et il me semble essentiel aussi que cette approche conservatrice soit indissociable du contrôle du risque carieux individuel. Alors pour ceux qui souhaiteraient continuer la réflexion sur la prise en charge de lésions carieuses profondes, je les invite à rejoindre la séance E122 demain matin à 9h où on continuera à faire le point sur ces stratégies. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour les questions. Merci Céline. Merci, c'est impeccable encore. Alors nous allons passer aux questions qui sont nombreuses. Quelle est la conduite à tenir dans le cas d'une dent permanente immature qui nécessite un traitement endodontique? Alors, si on a posé l'indication du traitement endodontique, c'est que la dent est nécrosée. On va se placer donc dans les techniques d'apexification pour essayer de fermer, enfin, en tout cas d'obtenir une fermeture apicale. Donc là, on sort finalement de la thématique puisqu'on était parti sur les dents vivantes. Donc technique d'apexification, stimulation avec l'hydroxyde de calcium. Après, le matériau d'obturation, ça peut être l'aguta, mais on peut aller aussi vers la biotentine pour obturer endodontiquement, selon le stade d'édification radiculaire de la dent. Ah bah oui. Merci. Alors, autre question. Cliniquement, comment jugez-vous devoir vous arrêter lors d'une excavation sélective? Merci. Alors effectivement, hein, c'est le point le plus difficile en pratique, puisque on l'a dit, la distinction entre la dentine infectée et la dentine affectée reste subjective. On va chercher à s'approcher au plus près de la zone parapulpaire, et tant que l'on n'a pas vraiment statué sur l'épaisseur de dentine affectée que l'on peut préserver sans que ce soit préjudiciable. Donc c'est vraiment le sens clinique hein, qui permet de dire je m'arrête à cet endroit-là. On peut aussi maintenant céder des aides visuelles. Nous, sur l'île, là, dans le cadre de DECAT, on a la chance d'avoir donc la caméra et la fluorescence qui restent quand même une aide intéressante justement pour évaluer la qualité des tissus et de savoir où on se positionne dans l'excavation. Mais c'est vrai que ça reste le point le plus difficile. Mais l'idée est vraiment de contrôler le geste et de ne pas rechercher immédiatement une dentine saine et d'y aller petit à petit et d'évaluer justement si cette dentine est suffisamment dure et sèche pour recevoir un matériau d'usage, enfin une restauration d'usage. Alors, une autre question, mais en fait qu'on va aborder avec le dernier orateur que nous avons, qui est un clinicien qui va nous montrer beaucoup de cas et où on va retrouver justement ce que peut-être vous allez rencontrer en cabinet. On avait fait un travail justement, Céline et Jean-Philippe, pour justement vous présenter la chose très... enfin, avec toutes les données pour que vous fassiez vos choix après. Donc on va parler de cette dent qui se carie de plus en plus. On va avoir 2 ou 3 questions, mais voilà, on reviendra. J'espère que la conférence répondra à l'histoire du gâteau de miel.
Et donc, on va voir une belle iconographie de cas cliniques pour quelqu'un qui nous envoie un petit message et à qui je réponds ça. Autre question, quelle est la conduite à tenir lorsqu'une dent permanente immature présente une carie atteignant la pulpe? Donc, aller sur les techniques. Alors, carie atteignant la... Oui, pardon. Donc, carie atteignant la pulpe, donc j'imagine qu'on se place sur des douleurs qui laissent penser à des processus inflammatoires irréversibles majeurs. Donc là, en principe, on ne maintient pas la vitalité pulpaire, donc on ira vers le traitement endodontique conventionnel. Et comme on est sur une dent permanente immature, on sera à nouveau sur des techniques d'apexogénèse ou des techniques d'apexification selon que la dent est considérée comme vivante ou nécrosée. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Quand décider une pulpotomie cervicale plutôt qu'un coiffage pulpaire direct sur une dent mature? Alors, on se place bien dans le cadre de la lésion carieuse profonde. La littérature semble nous dire que le coiffage pulpaire direct n'est pas une thérapeutique à retenir lorsque l'on est face à une lésion carieuse profonde et qu'il faut plutôt aller vers une pulpotomie partielle, voire cervicale. Donc voilà, moi j'ai tendance de moins en moins à faire de coiffage pulpaire direct sur dents matures quand l'effraction pulpaire est faite au moment de l'excavation carieuse et à plutôt partir sur la pulpotomie. Ensuite, là aussi, tout dépend finalement de l'évaluation du potentiel réparateur, donc de l'âge du patient, de l'historique de la dent, est-ce qu'elle a eu de nombreuses agressions ou pas. Et ensuite, l'observation de la plaie pulpaire. Est-ce que finalement, on arrive à avoir une hémostase satisfaisante? Si l'hémostase est satisfaisante rapidement, en 2-3 minutes, ça signifie que la pulpe qui est mise à nu est saine et non inflammatoire. Donc, on peut se permettre de la coiffer. Enfin, vraiment, je pense que dès lors qu'on a une exposition de la pulpe, l'observation de la plaie pulpaire est hyper importante pour prendre une décision sur l'état inflammatoire de la pulpe sous-jacente et savoir si on ampute ou pas du tissu avant de coiffer par le biomatériau. Et alors du coup, quelle fraise utiliser pour réaliser une pulpotomie partielle? Alors, fraise boule sur turbine, diamantée, voilà ce que j'utilise, stérile et sous irrigation abondante et constante. Alors le laser, trop agressif pour l'hémostase? Alors, moi je pense que ça va surtout... l'hémostase ne sera pas naturelle, donc finalement on arrivera à obtenir une hémostase mais sans avoir vraiment statué sur est-ce qu'on est sur une pulpe inflammatoire ou pas. Donc il vaut mieux se baser sur une hémostase obtenue plus naturellement avec simplement une compression par un coton humide. Donc, pour être sûr du diagnostic pulpaire. Message peut-être brouillé. Ça rejoint un peu la contre-indication des vasoconstricteurs et des agents hémostatiques. Peut-on faire la restauration définitive au composite dans la même séance que la mise en place de la biodontine? Alors, la biodontine a un temps de prise qui est aux alentours de 12 minutes, donc tout dépend comment on va gérer ces 12 minutes. En général, comme la biodontine est en capsule, on a plutôt tendance à compléter complètement la cavité avec de la biodontine et dans un second temps opératoire à éliminer une partie de la biodontine pour faire la restauration d'usage dans un second temps. Surtout chez l'enfant, parce que c'est quand même relativement long et on sait que la coopération au fauteuil a ses limites. Alors on continue, on est tellement bien. Sur une dent permanente immature, présentant une symptomatologie pulpaire type pulpite, quel traitement utiliser? Merci. Alors, le terme pulpite, pour moi, ça fait référence donc là aussi à des processus inflammatoires irréversible puisqu'on va être sur des douleurs lancinantes, constantes et spontanées.
Donc, à nouveau, on ne se place pas dans le maintien de la vitalité pulpaire. Donc, si la dent est immature, ce sera une apexogénèse ou une apexification. Oui. Et une petite dernière? Ah, peut-être pas. Utilisez-vous un révélateur de carie à l'approche de la pulpe pour mieux... Alors, je pense que ça fait écho au gel Carisolve, peut-être, pour avoir une éviction chimio-mécanique. Moi, personnellement, non, je l'utilise pas. Mais il me semble que Yves a une expertise là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez apporter quelque chose. Moi, j'ai pas du tout l'expérience de ce gel. Oui, alors sur le Carisolve, effectivement, c'est un produit qui est intéressant, même s'il est difficile maintenant à obtenir en France. Par contre, je pense que la question portait sur les révélateurs de carie, donc qui sont des colorants que l'on peut, enfin là aussi, que l'on peut utiliser pour marquer la dentine à prélever. Je crois que ces produits ont été très discutés, voire remis en question, et que maintenant ils sont moins utilisés que. Enfin, il y a moins on a des espoirs déçus, disons, par rapport à ces produits. Hein. Voilà, c'est plus comme il a été souligné, séance clinique, l'examen de la radiographie, qui vont faire ce qu'il faut faire, enfin, qui vont guider le praticien. Merci. Et enfin, quels matériaux sur dentine affectée résiduelle, CVI en soins Dulwich ou composite? Oui, alors selon l'épaisseur de dentine affectée, si on a une très très faible épaisseur de dentine parapulpaire, moi je vais coiffer avec un hydroxyde de calcium plus un CVI et ensuite mon composite. Si on peut se passer d'hydroxyde de calcium, ce sera effectivement CVI plus composite. Donc technique sandwich fermée ou ouverte selon le joint à obtenir. Merci Céline pour toutes ces réponses.